L'actualité à la une ce matin, les adieux de Benoît XVI aux cardinaux. Le souverain pontife a rencontré le conseil des cardinaux ce matin au Vatican avant son retrait ce soir à 19h temps universel. Les images dans cette édition. Le CGD donne sa lecture des élections du 2 décembre dernier au Burkina. Le Centre pour la gouvernance démocratique a livré les résultats de ses observations devant des partis politiques, la société civile et des structures diplomatiques. Et puis, nous serons au cœur du FESPACO une fois encore avec les images des films en compétition et un focus sur des réalisateurs en quête de producteurs. Un invité répond aux questions de Viviane Tiendrebeogo. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Ce soir, à 20h, heure de Paris, 19h chez nous, Benoît XVI va devenir pape émérite. Avant de partir, l'héritier de Saint-Pierre a rencontré les cardinaux. Il leur a promis un soutien en prière juste après les avoir bénis. C'est sa dernière journée en tant que pape. Chaleureusement applaudi, Benoît XVI arrive vers 11h ce matin devant les cardinaux. Nous sommes dans la solennelle salle Clémentine au Vatican. Le doyen Angelo Sodano, dans un bref discours, rend hommage au pape démissionnaire, à ses 8 années passées à la tête de l'Église. Puis il s'avance vers lui et le salue une dernière fois avec beaucoup d'émotion. La journée est historique. À 20h ce soir, le pape Benoît XVI abandonnera sa charge. Pendant 5 minutes environ, il s'adresse une dernière fois aux cardinaux. Parmi vous se trouve le prochain pape, auquel je promets déférence et obéissance inconditionnelle. Dans son discours, Benoît XVI affirme qu'il se rapproche des cardinaux par la prière lors du prochain conclave. Il évoque aussi des moments très beaux et des moments où il y a eu quelques nuages dans le ciel, dit-il, pendant les 8 ans de son pontificat. Après une ultime bénédiction, il salue les cardinaux un par un en échangeant quelques mots avec chacun d'entre eux. Hier déjà, il avait dirigé sa dernière messe à laquelle ont assisté des pèlerins venus du monde entier. Vous allez le voir, certains ont terminé leur séjour dans des boutiques du Vatican. Pourquoi? Ils veulent tout simplement des cadeaux à l'effigie de Benoît XVI pour des souvenirs. Si elle en attriste certains, la démission de Benoît XVI donne en tout cas un sacré coup de pouce aux boutiques de souvenirs du Vatican. Photos, médailles et autres figurines à l'effigie du souverain pontife se vendent comme des petits pains, les pèlerins en raffolent. J'ai acheté quelques cartes postales et ceci, dont je ne connais pas le nom en italien. Je veux ramener des cadeaux à la maison. Nous sommes du village natal du pape Benoît. Après l'année de crise qui a été 2012, nous espérons bien voir remonter nos ventes. Crise oblige, les pèlerins affectionnent tout particulièrement les articles à bas prix, entre 25 centimes et 5 €. C'est le contexte dans lequel ils sont acquis qui fait toute leur valeur. Chacun veut repartir avec sa part d'histoire. Ces jours-ci, les gens achètent surtout des souvenirs du pape Benoît XVI et principalement des objets de prière, des petites médailles, des photos de lui. Les gens veulent rapporter un objet historique de lui. Ils veulent avoir un souvenir palpable de ce pape chez eux, quelque chose qui restera de lui après son pontificat. Il n'y a pas que la religion au Vatican. Pour les commerçants, la démission du pape et le prochain conclave constituent une chance de relancer les affaires. Da Roma, Manuela Scarpellini, Euronews. Abandonne sa charge. Rappelez-vous que chez nous, il y avait des gens qui postulaient à des postes électifs le 2 décembre dernier. Ces jours-là, le Centre pour la gouvernance démocratique a déployé des observateurs à travers le pays. Aujourd'hui, le centre a présenté les résultats aux politiques, diplomates et aux organisations de la société civile. Moumouni Soubega.
De l'avis du Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, les élections du 2 décembre 2012 ont été relativement bonnes dans leur ensemble. Le CGD a surtout salué le caractère pacifique de ces élections et la forte participation citoyenne au scrutin. Cependant, tout n'a pas été rose aux yeux des organisations de la société civile. De l'enrôlement au scrutin, en passant par les phases de campagne, des insuffisances ont été relevées. Beaucoup n'arrivaient pas à convaincre l'électorat avec une cohérence de leurs propositions. Cohérence liée à la question idéologique et aux propositions politiques. Nous avons également noté la participation des chefs coutumiers dans les activités partisanes, notamment les meetings des partis politiques, ce qui nous amène à rappeler un constat que nous faisons depuis le début, à savoir que l'implication des chefs coutumiers provoque un certain déséquilibre entre les forces politiques. Le point essentiel également que nous avons pu noter, c'est celui de l'existence d'une pré-campagne pendant laquelle on constate que certains acteurs politiques s'adonnent à des activités politiques sans que cela ne soit légiféré, ne soit organisé par les textes. Le CGD déplore également le manque de professionnalisme de certains agents électoraux, des cas d'intimidation, des fraudes ou encore l'absence des bulletins de vote de certains partis politiques par endroit. Et au regard de ces manquements, il recommande entre autres l'implication des observateurs et des organisations de la société civile dans tout le processus. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure on pourrait s'assurer que pour les prochaines élections, les observateurs puissent jouer un rôle important pour ce processus-là, pour qu'en tant que tel, la partie sur la période, la campagne électorale, la partie concernant l'élection en tant que telle et la gestion des résultats puissent avoir, j'allais dire, un appui et un suivi des organisations de la société civile et des observateurs pour assurer plus de transparence. À travers ces observations, le CGD entend contribuer à l'amélioration du processus électoral et la démocratie au Burkina. Et pour cela, il espère que les recommandations formulées seront prises en compte les scrutins à venir. Et comme vous le savez, le 17 février, il y a eu les élections municipales complémentaires. Si vous êtes un responsable d'un parti ayant pris part à ces élections, le Conseil d'État vous invite demain vendredi à 10h dans la salle d'audience de la Cour de cassation pour la proclamation des résultats définitifs. C'est une information du premier président du Conseil d'État. On ouvre à présent notre page spéciale consacrée au FESPACO et je vous invite à rejoindre Viviane Tchenderbego. Bonjour Viviane. Mon invité du jour est Osange Silou Kifé, la directrice de rédaction de l'agence de presse Invariance Noire. C'est une membre du jury ACP à ce 23e FESPACO et c'est une ancienne du FESPACO. Bonjour madame. Bonjour. Alors le jury ACP à ce FESPACO, quel genre de film l'intéresse? Alors c'est la première fois que les ACP remettent ce prix. Nous avons pensé remettre à un documentaire, à un premier ou un second documentaire, parce que c'est souvent le genre cinématographique qui n'est pas très aidé. Donc, si nous voulons que les images de nos sociétés soient un peu plus vues, je crois qu'il faut que nous encourageons la production de documentaires. Donc, nous allons donner un prix à un documentaire. Alors, vous êtes une ancienne du FESPACO, vous participez à ce festival depuis 1972, je crois. Pas régulièrement. Pas régulièrement, mais depuis 1972, vous avez participé à plusieurs festivals. Comment vous voyez l'évolution? Le FESPACO évolue comme nous. Il a commencé, moi quand je suis venue au FESPACO, j'étais une adolescente qui découvrait quelque chose
de la possibilité de faire ensemble. Je regardais tous ces aînés avec des yeux, j'imagine, comme si aujourd'hui vous amenez votre gamine de 3 ans et vous la mettez dans une salle où il y a Abderrahmane Sissako, William Baye, Flora Gomez. J'étais assez émerveillé. Et donc nous avons tous évolué, nous avons grandi, le FESPACO a grandi au sens le plus large du terme, et c'est une très bonne chose, et nous avons grandi avec le FESPACO. J'aime bien dire que nous sommes quelques-uns à être FESPACO canal historique, c'est bien, et il faut que nous continuions à soutenir et puis à venir. Je ne parle pas de soutien, le FESPACO n'a pas vraiment besoin qu'on le soutienne, parce que je crois que c'est une grande institution aujourd'hui et tout à fait capable d'évoluer encore. Quand je discute avec Michel Ouedraogo, je vois qu'il y a encore d'autres choses qui vont être faites, il y a des idées. Chaque délégué général a marqué, a fait évoluer le FESPACO. Alimata Salambéré l'a fait avec l'introduction des diasporas. Moi, je suis venu au jury en 85, c'était la transition entre Alimata et Philippe, et on ouvrait le FESPACO aux diasporas cette année-là, alors qu'il y avait que les films africains qui pouvaient recevoir des prix. Le jury a obligé le FESPACO, le public, pardon, à imposer comme prix Rui Kazneg. Et aujourd'hui, nous avons la jeune réalisatrice de Rui Kazneg qui est la présidente du jury officiel. Donc vous voyez que les choses évoluent et c'est une très bonne chose. Nous reviendrons à vous dans quelques instants. Mais le FESPACO, vous ne l'ignorez pas, est un cadre de rencontre. Guillaume Poultorac est un réalisateur français qui veut produire un film documentaire sur la troupe Bonogo. C'est une des troupes qui a fait vibrer la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou au lendemain des indépendances, mais qui aujourd'hui est au creux de la vague. Le réalisateur français a donc dans son carnet des adresses et le FESPACO doit lui offrir l'occasion de rencontrer des producteurs. Éléonore Yerbanga l'a rencontré pour vous. Voici son reportage. Voici ce qui reste de la prestigieuse troupe Bonogo, la troupe de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou qui fut sacrée artiste du peuple dans les années 70. Elle a également participé à des activités internationales telles les Jeux Olympiques d'Atlanta au Brésil. Bonogo a été aussi le point de départ de plusieurs artistes comme Salia Sanou. Après 15 années de silence, la troupe veut faire son grand retour pour la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Et c'est ce jeune réalisateur français qui ambitionne de retracer l'histoire de cette troupe dans un film documentaire intitulé Le Poulet Mobilette. Je veux porter à la fois un témoignage à cette troupe qui est un patrimoine historique au niveau de la danse ici au Burkina, parce que depuis l'indépendance, c'est une troupe qui a commencé depuis la fin des années 60 en fait, à développer et inspirer des nouvelles façons de danser, qui a voyagé dans toute l'Afrique, dans le monde entier avec sa danse, et qui est tombée dans l'oubli depuis une petite quinzaine d'années parce que c'est une troupe qui est confrontée un peu à sa propre réalité en fait, d'être des petits ouvriers la journée qui dansent le soir par passion, quoi. Et c'est vrai que bon, l'état du monde a fait que la situation est de plus en plus difficile pour les ouvriers comme ça, et qu'il y a eu des petits découragements qui fait que bon, on a un peu oublié Bonogo, alors qu'il continue toujours à répéter sur cette dalle de répétition. L'idée est de relancer la troupe avec une nouvelle chorégraphie contemporaine, avec en ligne de mire la première place à l'édition de 2014. Moi, je veux que nous partions, qu'on nous valorise de l'intérieur, et non pas nous valoriser de l'extérieur pour dire, comme à l'extérieur on a parlé de lui, là, donc il est bon. Non, que d'ici, qu'on nous valorise de l'extérieur, de l'intérieur. Et là, je suis content. Et Guillaume Poultorac profite de cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour trouver des producteurs burkinabés pour la mise en œuvre de son projet. C'est un projet franco-burkinabé sous tous ses aspects. Je suis en recherche d'une coproduction franco-burkinabé, donc je suis venu chercher des partenaires burkinabés. Il y a un intérêt sincère qui se manifeste parce que, comme je vous le disais, c'est un nouveau projet, une nouvelle esthétique de film, une nouvelle troupe et on sent que ça peut mettre un dynamisme. Il s'agira donc pour les producteurs burkinabés d'assurer le financement de la partie technique de cette réalisation qui s'élève à près de 300 000 francs CFA. Ce que j'attends des producteurs burkinabés, c'est de couvrir en fait les frais techniques. Donc tout ce qui est le matériel technique et les techniciens.
La production française devrait prendre en charge la post-production et le financement de la réalisation, enfin des réalisateurs et des droits d'auteur. La troupe Bonogo voit en cette perche qui lui est tendue une véritable occasion de relancer la troupe, voire d'obtenir le premier prix en danse à la prochaine SNC et effacer l'échec de l'édition 92 où la troupe avait été classée avant-dernière. Alain Gomis, lui, a trouvé producteur. Mieux, son film TI, qui signifie aujourd'hui, était à l'affiche hier au ciné Neroya à la séance de 20h30. C'est un long métrage en compétition pour les Talons d'Or de Nyenenga. En 88 minutes, le réalisateur aborde les doutes et les incertitudes d'un homme confronté à sa propre mort. C'est un film que peu de cinéphiles ont compris. Kadi Sanogo. Tei, qui signifie aujourd'hui en Wolof, est le titre du long métrage du cinéaste sénégalais Alain Gomis. Cette fiction raconte la dernière journée de la vie d'un homme qui sait qu'il va mourir le soir. Il entreprend de parcourir les rues de son passé à Dakar. Tour à tour, il visite la maison de ses parents, son premier amour, ses amis d'enfance, avant de se réfugier auprès de sa femme et de ses enfants. Le message de ce film, c'est de vivre le présent. Il faut profiter de l'instant présent, car rien ne nous est dû ici-bas. Chacun peut se projeter dans cette situation. Qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais encore une seule journée à vivre, quoi. Se réconcilier avec les gens qu'on aime, repasser sur les instants importants de sa vie et essayer d'accepter ce qui paraît difficile à accepter de prime abord, quoi. Ce film philosophique est un peu différent des films que les Africains ont l'habitude de voir, mais il peut être compris par chacun. Les avis sont partagés. On n'a rien, absolument rien compris par rapport au premier film, oui. Le premier film, lui, quand même, c'était bien. Voilà. Et c'est à féliciter. Mais le deuxième film, là, le film sénégalais, là, vraiment, on n'a rien compris. En fait, moi, je n'ai rien compris. Hein? Je n'ai rien compris du film. Comment vous n'avez rien compris? Je ne m'attendais pas à ce film-là. Normalement, on n'est pas au courant de sa mort. Et voilà, maintenant, toute la famille, le voisinage, la ville, en fait, a vécu sa mort prochaine. Donc, je le considère, ce film, comme un vrai poème. La poésie, l'esthétisme, le côté très visuel du film, c'était très touchant et il y avait beaucoup d'émotions. Je trouve qu'il a fait un très beau film. Le réalisateur Alain Gomis, qui est à la conquête de l'étalon d'or de Nyenenga, est à son 3e film. Son 2e film, La France, avait obtenu le prix Oumarou Ganda au FESPACO 2001. Alors, vous avez vu le film? Ah oui, j'ai découvert aujourd'hui à Korigba, où j'étais au jury. Et d'ailleurs, nous avons donné le prix d'interprétation masculine à Sol Williams, qui est un magnifique slammer. Et j'aurais volontiers cédé ma place pour qu'il soit votre invité aujourd'hui, s'il était là. Oui, comment vous appréciez le film? C'est un magnifique conte philosophique sur la vie, la mort, comment nous appréhendons notre passage, puisque de toute façon c'est inéluctable. À partir du moment où on est, on sait qu'on va mourir. Mais comment on appréhende la mort, moi je trouve que c'est un très joli conte philosophique sur la vie, surtout. Est-ce que c'est un film accessible au public? Oui. Oui, bien sûr. Moi, je pense que tous les films sont accessibles. Il n'y a pas de film interdit. Et puis, il n'y a pas de public pour un film et de public pour un film. Il faut simplement que les gens soient avertis, qu'on parle, qu'on communique peut-être davantage sur nos films pour que les gens savent s'ils ont envie d'aller voir ça ou pas. Et puis ça dépend de quel moment aussi. Quand vous sortez du travail et qu'à 20h vous avez envie de vous détendre au cinéma, vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans ce genre de film. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour tout le monde. Ça veut simplement dire qu'il y a des films qui sont accessibles à tout moment, peut-être pour des gens. Moi je déteste les comédies. Donc, moi, à 20h, il ne faut pas me mettre une comédie. Mais il y a des gens qui ont besoin de se vider la tête, peut-être. Alors, ils pensent que ce film-là est inaccessible. Non, il n'est pas inaccessible parce qu'on peut se laisser porter par.
Le Niger est présent à ce FESPACO et en plus des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, il y a ceux qui vont constituer la relève. Et la relève, ce sont les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. L'IFTIC présente d'ailleurs 2 films pour la compétition dans la catégorie école. Les étudiants ont profité de leur présence à Ouagadougou pour visiter les locaux de la télévision du Burkina. C'est Sylvestre. Ces visiteurs des matins de la télévision du Burkina forment la délégation de l'IFTIC, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication du Niger. Avec 28 personnes, l'IFTIC est à Ouagadougou dans le cadre de la 23e édition du FESPACO avec 2 films en compétition dans la catégorie films des écoles de formation et aussi pour d'autres raisons. Nous venons également participer à la fenêtre ouverte des écoles de formation professionnelle, des écoles de cinéma. Et enfin, nous venons également pour participer à la rencontre des différents directeurs des centres de formation professionnelle des écoles de cinéma, avec lesquels nous avions ensemble décidé effectivement déjà de créer un cadre de concertation quasiment panafricain, mais essentiellement francophone, pour effectivement partager à la fois les ressources humaines, les ressources académiques, les ressources matérielles et éventuellement la même démarche, l'harmonisation de ces curricula de manière à enseigner les mêmes matières aux étudiants, qu'ils soient au Bénin, qu'ils soient au Niger, qu'ils soient au Burkina Faso ou qu'ils soient partout ailleurs. Et c'est donc avec intérêt que Abdoulaye Kamed et sa délégation ont visité les installations techniques de la Nationale de l'image et du son. J'ai noté avec également un certain intérêt que l'on s'achemine vers la numérisation qui est quasiment obligatoire. Pour l'essentiel, la diffusion s'est faite en analogique encore. Et il est grand temps effectivement que nos 2 pays se mettent ensemble leurs efforts et leur intelligence pour envisager la numérisation à l'échelle de 2015. L'IFTIC, faut-il le rappeler, est au Niger ce qu'est l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication au Burkina Faso, une école de formation d'hommes et de femmes des médias créée depuis 1977 et qui ambitionne aujourd'hui de devenir une structure sous-régionale. Nous disposons de pratiquement 4 filières. Filière journalisme, tout genre de journalisme, filière production-réalisation, tout genre de production, de réalisation audiovisuelle notamment. Nous disposons de la filière technique, technico-artistique et informatique. Nous disposons enfin de la filière que nous appelons CID, Sciences de l'information documentaire. À la suite de la télévision nationale, la délégation nigérienne prévoit visiter la radio nationale ainsi que différents médias selon que son agenda le permettra. Alors le Niger est un pays voisin qui participe au FESPACO. Beaucoup d'autres pays comme l'île Maurice et certains pays lusophones participent à cette édition. Comment vous appréciez l'arrivée de ces pays-là au FESPACO? Moi je suis étonné qu'ils n'aient pas été dès le début parce que tout ça c'est l'Afrique. C'est un continent, il faut le prendre dans son ensemble. Et les cinématographies de ce continent-là sont tout à fait légitimes au FESPACO. On a vu arriver Flora Gomez, on a vu même les films de l'outre-mer, les films nord-américains. Moi, je trouve ça tout à fait normal parce que l'Afrique est multiple, mais l'Afrique est aussi un espace de rassemblement de toutes ces Afriques, et le FESPACO est l'espace concret pour que toutes ces Afriques se retrouvent. Et c'est normal que les lusophones nous rejoignent. On ne va pas faire un festival entre francophones quand même. Ah, regarde. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Madame Osange Silou Kiffer est l'épouse du célèbre journaliste Guy-André Kiffer, disparu en Côte d'Ivoire le 16 avril 2004 dans des circonstances non encore élucidées. Où en êtes-vous avec votre combat pour connaître la vérité sur la disparition de votre époux? Le combat continue, comme disait Che Guevara, jusqu'à la victoire. Donc on continue. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le dossier du tribunal pénal international. Pour le moment, nous savons que M. Gbagbo peut être poursuivi pour les crimes à partir de 2010. Nous avons demandé
avec l'ancien ministre des Affaires étrangères français, M. Juppé, de déposer une demande pour que ce soit antérieur à 2010 pour que le cas de l'enlèvement de Guy André soit pris en compte. Nous allons bientôt, là, quand je rentre, nous allons avoir une séance de travail avec le ministère de la Justice, et puis nous attendons. Et puis de toute façon, sur le terrain, nous continuons, nous sommes vigilants. Je devrais dire un grand merci aux confrères de Côte d'Ivoire qui n'ont jamais relâché, qui continuent à enquêter encore aujourd'hui sur le terrain. Merci à eux, parce que c'est très important pour nous. Le juge Ramael en France continue à travailler, les juges ivoiriens sont mobilisés. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire l'année dernière, autour du 16 avril, pour marquer, et j'ai été reçu par le président Ouattara, le Premier ministre et tout, et nous avons mis en place un comité de suivi avec l'ambassade de France, l'ambassade du Canada, puisque Guy André avait la double nationalité, et nos avocats, pour, sur le terrain, réceptionner toutes les informations qui pourraient arriver en absence ou en présence du juge Ramel. Mais il y a la partie ivoirienne maintenant est beaucoup plus présente dans le dossier. Vous parlez de la partie ivoirienne, justement, il y a un nouveau pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire. Comment vous appréciez leur implication? Bien sûr, vous dites que vous avez été reçu par le président de la République. Est-ce qu'au-delà de cet accueil et de cette audience-là, il y a quelque chose d'autre qui est fait? Je dois dire que M. Ouattara nous a toujours soutenus depuis le début. Toujours, tous les 16 avril, il nous a envoyé un petit mot, il a fait un geste, il a envoyé un mot à ma fille. Et donc, il continue à nous soutenir, même au lendemain de son élection. Il a témoigné aussi le 16 avril. Donc, c'est sûr que nous demandons toujours plus à nos amis et aux gens qui nous soutiennent. Nous demandons plus de vigilance, nous demandons plus de structuration dans la manière de mener l'enquête en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la justice ivoirienne était un peu absente et avait un peu laissé la main au juge Ramael, qui est quelqu'un de dynamique et très pugnace aussi. Mais entre deux séjours du juge Ramael, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire et on ne savait pas forcément. Donc maintenant, c'est beaucoup plus structuré et je pense que nous aurons des résultats. Quand, je n'en sais rien, j'espère le plus rapidement possible, parce que c'est très difficile de vivre comme ça entre deux mondes, un peu comme un oiseau stoppé dans son vol, parce qu'on ne peut pas organiser sa vie avec cette absence qu'on ne peut pas toucher du doigt. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où, je ne sais pas actuellement, est-ce qu'il est vivant quelque part, est-ce qu'il est mort, on n'en sait rien en fin de compte. Donc c'est très difficile le quotidien à gérer avec ça. Mais avec ce rapprochement de la justice ivoirienne et de la justice française, avec les confrères ivoiriens qui ne lâchent pas prise, je pense que nous arriverons. Merci d'être venu, d'avoir dit oui à notre invitation. Je rappelle que mon invité du jour était Osange Silou Kiefer, la directrice de la rédaction de l'agence de presse Invariance Noire. Elle est membre du jury ACP. C'est tout pour aujourd'hui. Simon, à vous l'antenne. Merci. Merci mesdames, on vous retrouve demain et on poursuit ce journal avec cette question maintenant. Connaissez-vous les radios amateurs? En fait, ce sont des gens qui ont pour loisir les ondes magnétiques. Ces amoureux des ondes réunis en association ici au Burkina ont reçu des amis d'Italie et du Japon pour partager les expériences. Frédéric Etienne Bassenga. Assis studieusement, ils suivent les expériences des uns et des autres dans les domaines de la propagation des ondes électromagnétiques et de l'établissement d'une radio. Eux, on les appelle les radioamateurs.
Venus du Japon, de l'Italie et du Burkina Faso, ces personnes qui ont érigé en loisir les techniques de transmission et d'établissement de liaison radio échangent sur comment leur passion pourrait être plus utile à l'humanité. Nous avons l'opportunité de recevoir ici des radios amateurs japonais et italiens qui sont là, qui séjournent depuis un temps. Ils sont venus nous rendre visite. Et c'est pour vous dire que l'association des radios amateurs du Burkina a su saisir cette occasion pour permettre à tous ceux qui voudraient comprendre un tout petit peu plus de pouvoir venir et partager leur expérience. Parce que bien entendu, un radio amateur, c'est toute une somme d'expérience, aussi bien relationnelle que technique. Max Shimamoto est un radio amateur japonais. Présent à Ouagadougou depuis quelques jours, il est venu partager ses connaissances en satellite et en télévision numérique terrestre avec ses amis du Burkina Faso. Actually, I talked about digital terrestrial TV system. J'ai présenté la télévision numérique terrestre sur les 3 différents grands systèmes qui existent au monde et essayer à mon niveau d'apporter le peu que je puisse penser qui soit le meilleur pour les pays africains ou singulièrement pour le Burkina. Je ne suis pas là en tant que revendeur d'un système, non. Je suis là simplement en tant que radio amateur. Et de par le fait que je travaille dans le domaine satellite, une bonne connaissance de ce système, c'est ce qui m'a amené à présenter ce thème-là. Ce que j'ai appris de nouveau, c'est par exemple l'utilisation de la radio amateur pour sauver par exemple une vie ou pour sauver par exemple un pays en danger, un truc comme ça. Voilà, tout ça c'est très important. Beaucoup d'avancées technologiques sont dues aux radios amateurs. C'est par exemple grâce à eux que les fréquences au-dessus de 30 MHz sont aujourd'hui utilisées. L'activité radio amateur permet d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio et de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de différents pays. En association aussi, le Burkina et l'Allemagne cherchent à promouvoir les droits des enfants. Un fonds dénommé FICOD a été créé pour trouver des solutions en 2005. La 3e phase est en examen à Ouagadougou. Ramatouzida Tangakafando. Le projet Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants, dénommé Fonds Enfants, est à sa 3e phase. Une phase engagée depuis avril 2010 et pour laquelle la présente session de rencontre traduit la volonté du comité de pilotage de consolider la dynamique de la mise en œuvre, de permettre l'atteinte des objectifs et de répondre au mieux aux attentes des bénéficiaires. Nous avons approuvé d'abord le programme d'activité, donc le programme d'activité pour l'année 2013 et le budget également pour l'année 2013. Pour exécuter en fait les activités relatives à l'axe 1, et l'axe 2 et l'axe 3 du programme. Pour les 2 premières phases, plus de 1 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de 110 projets destinés à environ 24 000 bénéficiaires des collectivités et communautés de base dans la zone d'intervention. Il faut dire que ça fait déjà belle lurette que nous travaillons avec Fonds Enfants, qui intervient en tout cas dans nos communes respectives, dans la formation des enfants, tantôt sur la traite et les autres pires formes de travail des enfants, tantôt sur l'équipement, la dotation des femmes pour les activités génératrices de revenus. Initié en 2005, le projet Fonds Enfants bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande de développement. Cette année 2013 est la dernière de sa mise en œuvre et plus de 3 millions de francs CFA seront alloués aux actions de lutte contre la traite des enfants, au renforcement des capacités pour la mise en place des services sociaux communaux et au soutien des femmes. Voilà, Tangaka Fando, cette rencontre pourrait s'appuyer sur ce livre de Sibaï Abdou. En tout cas, dans son aspect économique, l'Ivoirien parle du système de passation des marchés. Cet expert des Nations Unies s'est confié à Ramatouzida. Les marchés publics sont au cœur d'importants enjeux. Donc, il est important que les gouvernements qui consacrent des sommes considérables à ces marchés-là prennent des dispositions pour que les ressources qui sont mobilisées par les canaux des marchés publics atteignent les objectifs de développement et social qui sont inscrits dans les programmes de développement
qui sont financés par le biais des marchés publics. Il y a d'abord la définition du cadre de planification, c'est-à-dire l'articulation entre le plan et le système de marchés publics. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, ce sont les procédures elles-mêmes. Il faut harmoniser au niveau, par exemple, de l'UEMOA, certaines procédures, certaines pratiques. Et le DIV, effectivement, décrit toutes les procédures de passation des marchés publics. Le troisième point, c'est le système de contrôle. Au cœur du dispositif des marchés publics, il faut un système renforcé de contrôle. C'est cela qui va permettre d'évaluer les performances. Il y a l'aspect pédagogique, orienté dans le sens du renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et des acteurs privés, de la société civile et de tous les apprenants. Du sport en bref et football. Sidi Napon n'est plus entraîneur adjoint des étalons. C'est l'information majeure de la conférence de presse animée ce matin au siège de la Fédération burkinabé de football. Sidi Napon devra conduire désormais aux destinées des étalons juniors. L'autre info concerne la non-reconduction de Golbert Kaboré dans son poste de manager général des étalons. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis un rappel, si vous êtes responsable d'un parti ayant pris part aux élections municipales complémentaires, le Conseil d'État vous invite demain, de vendredi à 10h dans la salle d'audience de la Cour de cassation pour la proclamation des résultats définitifs. C'est fini pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.